Depuis quelques temps, j'avais envie de faire une vidéo sur le Bitcoin. Et puis, il y a quelques semaines, Gilles, qui est le créateur de la chaîne Eureka, en a fait une qui est vachement bien. Et à la réflexion, je me suis dit qu'il restait quand même quelques détails techniques à expliquer, notamment sur le concept de blockchain, qui est la technologie qu'il y a derrière le Bitcoin. Et du coup, j'ai quand même décidé de faire une vidéo, et puis j'ai demandé à Gilles de venir m'aider un peu. Salut Gilles, tu nous dis un mot sur ta chaîne ? Hello David et merci de m'avoir invité à participer à cette vidéo. De nous avoir invités. Ah oui, pardon, de nous avoir invités. Donc Eureka, c'est une chaîne de vulgarisation qui s'intéresse principalement à la finance et à l'économie. On y aborde des sujets divers, du genre quel est le lien entre l'économie réelle et la finance, quel est l'intérêt des différentes monnaies, ou encore qu'est-ce que c'est que le quantitative easing. Bah pourquoi tu choisis les sujets les plus chiants? On parle aussi du loup de Wall Street, de The Big Short, on vous dit tout sur les traders et on vous explique d'où vient l'argent. Alors avant de regarder la suite, allez vous abonner à Eureka. On entend souvent que le Bitcoin serait une monnaie électronique. Mais en fait, vous savez, la monnaie actuelle, elle est déjà largement électronique. Quand vous payez des petites sommes, vous payez peut-être avec des pièces ou avec des billets. Mais dès que vous faites une transaction avec une carte bleue ou un virement, la banque débite votre compte et elle crédite celui du vendeur. Il n'y a pas d'échange d'argent physique, tout se passe dans les comptes de la banque. Donc une bonne partie de la monnaie qu'on utilise est déjà électronique. Aujourd'hui, c'est à peu près quel pourcentage, Gilles ? Aujourd'hui, la masse monétaire totale en zone euro, c'est 11 000 milliards. Et pourtant, il n'y a qu'un peu plus de 1000 milliards d'euros en pièces et en billets. Donc l'argent que nous utilisons aujourd'hui est à plus de 90% électronique. Toute cette monnaie, elle n'existe que dans les livres de compte de la banque. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est pas un vrai livre, c'est plutôt une base de données de toutes les transactions, c'est-à-dire un gros fichier informatique. Mais du coup, si quelqu'un pirate le fichier informatique ou bien l'efface... Le Bitcoin, c'est aussi une monnaie électronique, mais elle est décentralisée, c'est ça le mot important. C'est-à-dire que la base de données de toutes les transactions, elle n'est pas gérée par une instance centrale comme une banque, mais elle est partagée dans un immense réseau peer-to-peer, c'est-à-dire que tous les gens connectés au réseau Bitcoin peuvent héberger une copie de la base de données qui contient toutes les transactions. Une base de données qui est distribuée comme ça, déjà on peut penser qu'elle est plus difficile à détruire, puisqu'il existe plein de copies partout. Et puis on n'a plus besoin d'une autorité centrale comme une banque, c'est-à-dire que n'importe qui peut inscrire une transaction dans la base de données. Par exemple, imaginons que je veuille acheter sa lampe à Gilles. Celle-là, je sais pas, j'ai dû l'acheter pour environ 100 €, donc ça doit faire 0, Pop, tu fais des vidéos sur les traders et tu sais même pas négocier. David, on peut te vendre la lampe pour 10 bitcoins. Ok, 10 bitcoins. Pour payer la lampe, j'inscris dans la base de données partagée le message « Moi, David, donne 10 bitcoins à Gilles ». La transaction est enregistrée et les nœuds du réseau communiquent pour se passer l'info. Et ensuite, Gilles peut m'envoyer sa lampe. Bon, évidemment, il y a un problème avec ce système. Aujourd'hui, une banque, elle sert quand même à quelque chose, et notamment, elle authentifie les auteurs des transactions. Avec ce que je viens de vous décrire, on a l'impression que n'importe qui peut inscrire des transactions en mon nom. Quoi, c'est trop cher 10 bitcoins? T'inquiète, on va s'arranger. Moi, David, donne 10 bitcoins à Gilles. Et voilà. Et puis, autre chose à laquelle la banque sert aujourd'hui, tout simplement à vérifier que j'ai l'argent pour payer. Et puis, accessoirement, elle empêche que n'importe qui vienne modifier ou pirater la base de données des transactions. Pour résoudre tous ces problèmes, le Bitcoin se base sur deux technologies, la signature électronique et la blockchain. Commençons par le premier problème. Quand on voit un message dans la base de données qui annonce un transfert de Bitcoin, comment on peut être certain de son auteur ? On va utiliser le principe de la cryptographie asymétrique. J'en avais un petit peu parlé dans mon épisode sur les codes secrets. En cryptographie, généralement, on utilise une clé qui permet de chiffrer et déchiffrer des messages. Dans les techniques de chiffrage les plus simples, on peut déchiffrer un message que si on possède la clé qui a servi à le chiffrer. Mais il existe des systèmes de chiffrage plus sophistiqués, comme ce qu'on appelle l'algorithme RSA, qui sont asymétriques, c'est-à-dire la clé qui sert à chiffrer le message n'est pas la même que celle qui sert à déchiffrer. Par exemple, si on ne possède que la clé de chiffrement, on peut chiffrer des messages mais pas les déchiffrer. Il faut une autre clé pour ça. Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Comment est-ce qu'on peut réussir à déchiffrer un message, mais ne pas être capable de le chiffrer? Il suffit de faire la même opération dans le sens inverse, non? Non, parce qu'en fait, le chiffrage asymétrique, c'est pas une opération lettre à lettre. Elle transforme le message dans son ensemble. Et elle est un peu lourde, compliquée mathématiquement, et impossible à faire dans l'autre sens si on n'a pas la clé de déchiffrage. C'est un peu comme si tu avais un dictionnaire français-hongrois, mais pas la partie hongrois-français. Du coup, tu peux facilement traduire un mot du français vers le hongrois, mais c'est pas facile de connaître le sens en français d'un mot hongrois. Une des utilisations classiques de la cryptographie asymétrique, c'est d'avoir une clé de chiffrement qui est publique, c'est-à-dire que vous la donnez à tout le monde, et n'importe qui peut vous envoyer des messages codés. Mais la clé de déchiffrement, elle reste privée, vous la gardez uniquement pour vous. Vous êtes le seul à pouvoir lire les messages, et ceux qui les écrivent ne peuvent pas se lire entre eux. En fait, ils peuvent même pas se relire. Pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas un chiffrage classique avec une seule clé, mais en donnant une clé différente à chaque personne? Le résultat sera le même, non? Et du coup, je vois pas vraiment l'intérêt de ton truc asymétrique compliqué.
L'intérêt, c'est que par exemple un journaliste ou une agence de renseignement peut avoir une clé publique qui permet à n'importe qui de leur envoyer des messages codés. Et il n'y a pas eu besoin d'avoir un échange en clair avant. Donc ça permet de recevoir des infos tout en protégeant la source. Bon, enfin c'est surtout très utilisé dans les communications sur Internet. Bon, ça c'était le principe de la cryptographie asymétrique pour recevoir des messages. Maintenant, le principe de la signature électronique, en fait, c'est exactement l'inverse de ça. Imaginez que j'ai une clé de chiffrement que je garde pour moi, qui soit privée, et que la clé de déchiffrement soit publique. Si j'inscris un message comme « Moi, David, donne 10 bitcoins à Gilles » et que je chiffre avec ma clé privée, ça donne du charabia, j'inscris ce charabia sur la base de données, et ensuite n'importe qui peut appliquer ma clé publique et déchiffrer le charabia pour reconstituer le texte de la transaction. Mais du coup, on est bien certain que c'est moi qui ai inscrit la transaction, puisque personne d'autre n'aurait pu la chiffrer de cette manière-là. Et donc c'est ça qui fournit l'authentification. Les transactions sont donc impossibles à falsifier sans posséder la clé privée, mais elles sont aussi impossibles à répudier, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez payé, vous ne pouvez pas nier l'avoir fait. Et donc en pratique, pour échanger des bitcoins, il vous faut créer un compte et vous recevez un identifiant, une clé privée que vous gardez pour vous évidemment, et une clé publique qui elle sera connue de tous les nœuds du réseau. Et la clé privée vous permet d'authentifier vos transactions. Par contre, si vous la perdez, cette clé privée, c'est mort. Hein. D'ailleurs, anecdote amusante à ce sujet, en 2009, alors que le bitcoin ne valait presque rien et qu'il était facile d'en récupérer, James Howell, citoyen britannique, en a obtenu la modique somme de 7500. Quelques mois plus tard, après s'être désintéressé de cette monnaie électronique alors inconnue, James a tout simplement, lors d'un petit ménage de printemps, jeté à la poubelle le disque contenant la fameuse clé privée qui donnait accès au bitcoin. Une erreur qui fait très très mal, puisque 7500 bitcoins aujourd'hui, ça vaut entre 2 et 3 millions d'euros. Un détail très important sur la structure des transactions. Quand on inscrit une transaction, on inclut aussi une référence vers les transactions précédentes qui nous ont fourni l'argent qu'on choisit de dépenser. Je vais prendre un exemple. Au lieu d'écrire simplement « Moi, David, donne 10 bitcoins à Gilles », j'écris « Moi, David, donne 10 bitcoins à Gilles en utilisant les 10 bitcoins que j'ai reçus avant-hier de Nota Bene ». Ouais, parce qu'avant-hier, avec Nota Bene, on a fait une partie de bras de fer et puis c'est moi qui ai gagné. Ah, c'est comme ça que tu dis gagner, toi, alors. Tu veux peut-être qu'on remette ça, non? Non, mais on avait déjà remis ça, hein, j'avais quand même gagné. On va peut-être pas abuser, monsieur. Bon bref, tu m'as filé 10 bitcoins, et moi j'inscris dans la base de données que ce sont ces mêmes 10 bitcoins que je vais utiliser pour acheter sa lampe à Gilles. Alors quand on fait des références comme ça aux transactions passées, ça a deux intérêts. Le premier, c'est que pour valider une transaction, on n'a pas besoin de connaître la position exacte du solde du compte de quelqu'un. Il suffit juste de vérifier que les transactions auxquelles il fait référence comme étant la source des bitcoins, elles n'ont pas déjà été utilisées dans une transaction passée. Et puis le deuxième intérêt, c'est que ça empêche de faire du copier-coller de transactions. Donc tu es en train de me dire que depuis tout à l'heure que j'essaye de copier-coller la transaction des 10 bitcoins pour en récupérer 20 et que ça marche pas, en fait c'est normal? C'est pas un bug de mon téléphone? Eh ben non, parce qu'on verrait que ça fait 2 tentatives d'utilisation de ces 10 bitcoins que j'ai reçus de Nota Bene. Finalement, le bitcoin se comporte un peu plus comme du cash électronique, c'est-à-dire de l'argent liquide électronique, parce que comme avec des pièces ou des billets, il y a cette idée que la double dépense est impossible. On ne peut pas dépenser 2 fois les mêmes bitcoins qu'on a reçus de quelqu'un. Et si Nota Bene t'avait filé 20 bitcoins alors que toi tu veux m'en donner que 10 pour la lampe? Eh ben, il existe un système de remboursement qui permet d'utiliser ces 20 bitcoins pour te donner 10 bitcoins à toi, et puis pour me redonner à moi-même les 10 bitcoins restants. Bon, donc a priori là, on a un bon système, hein. Il est ouvert, il est partagé, et puis il y a une technique d'authentification qui empêche de faire n'importe quoi. Il y a juste un petit problème, il y a plein de copies de la base de données, et elles doivent communiquer entre elles. Et comment elles font pour se synchroniser? Ça peut poser des soucis, notamment s'il y a des conflits quand quelqu'un essaye de faire une double dépense. Imaginons que je proclame donner 10 bitcoins à Gilles d'un côté du réseau en utilisant les 10 bitcoins reçus de Nota Bene. Et puis exactement au même moment, dans une autre copie de la base de données à un autre endroit du réseau, je déclare utiliser ces mêmes 10 bitcoins pour acheter autre chose à quelqu'un d'autre. Comment les copies de la base de données, elles se synchronisent? Et puis laquelle des deux transactions va vraiment compter? L'idée, c'est que chaque nœud du réseau enregistre les nouvelles transactions dont il a connaissance dans une liste de transactions en attente. Et puis évidemment, il partage l'information. Et donc, tous les nœuds du réseau possèdent une liste de transactions en attente qui peuvent être très légèrement différentes les unes des autres. Et chaque nœud fait comme ça croître sa liste de transactions en attente. Et puis, périodiquement, environ toutes les 10 minutes, il y a un des nœuds du réseau dont on prend les transactions en attente et on les déclare validées. Et tout le monde se synchronise dessus. Ce groupe de transactions, on l'appelle un bloc. Et on remet ça toutes les 10 minutes. Et du coup, la liste des transactions qui sont validées, elle se présente sous la forme d'une suite de blocs, un toutes les 10 minutes. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la chaîne de blocs, ou blockchain. Mais alors comment est-ce qu'on choisit le nœud qui détient les transactions validées? C'est toujours le même ou alors non, on en choisit un au hasard? La règle, c'est que pour proposer sa propre liste de transactions en attente comme étant le nouveau bloc sur lequel tout le monde doit s'aligner, il faut d'abord lui trouver un nom, un identifiant. Et on s'est mis des règles qui font que trouver un identifiant à un bloc, c'est un problème mathématique extrêmement compliqué.
Et donc chaque nœud du réseau travaille en permanence pour essayer de résoudre ce problème mathématique et trouver un identifiant pour sa liste de transactions en attente. Et le premier qui arrive peut proposer son bloc et tout le monde se synchronise dessus. Ah, ça me dit quelque chose, c'est le coup du problème de maths hyper difficile à résoudre. Sauf que moi j'aimerais bien comprendre pourquoi c'est difficile à résoudre. Eh ben on va voir ça. On a vu que ce qui permettait à la chaîne de blocs de se construire de manière régulière, c'est que pour proposer un nouveau bloc, il fallait résoudre d'abord un problème mathématique compliqué. Ce problème, il sert à trouver un nom au bloc, un identifiant. Pourtant, trouver un identifiant, ça n'a pas l'air très compliqué comme problème. Alors pour vous expliquer ça, il faut d'abord que je vous explique ce que c'est que le hachage. Une fonction de hachage, c'est une fonction qui prend en entrée une chaîne de caractères, de n'importe quelle longueur, et qui donne en sortie une autre chaîne de caractères qui est, elle, de longueur fixe. Par exemple, ici, on a 16 caractères. Et ce qu'on veut, c'est que le moindre changement dans la chaîne d'entrée provoque un grand changement dans la chaîne de sortie. Par exemple, là, si je change un A en O, ou que j'ajoute un point d'exclamation à la fin de la phrase, la chaîne de sortie est complètement modifiée. Une des applications du hachage, c'est de vérifier qu'un téléchargement s'est bien passé. Si vous téléchargez un gros fichier, il y a toujours un risque qu'une petite partie du fichier soit mal transmise et que ça suffise à rendre l'ensemble du fichier inutilisable. Une solution, c'est que celui qui met le fichier en téléchargement le fait d'abord passer dans une fonction de hachage pour en sortir une chaîne de caractères qui est en quelque sorte l'empreinte digitale du fichier. Si le fichier que vous avez reçu diffère ne serait-ce que d'un bit du fichier d'origine, le résultat de son hachage sera complètement différent. Et vous pourrez vous rendre compte qu'il y a un souci. C'est le principe de ce qu'on appelle la somme de contrôle ou checksum. Et pour trouver un identifiant à chaque nouveau bloc de la blockchain, on va aussi utiliser le principe du hachage. Pour ça, on fabrique un fichier qui contient toutes les transactions qu'on veut valider ainsi que l'identifiant du bloc précédent. Et on fait passer le tout par une fonction de hachage. On obtient ainsi une suite de caractères qu'on va utiliser comme identifiant. Et ce qui fait que la chaîne est une chaîne, c'est que l'identifiant d'un bloc est utilisé pour calculer l'identifiant du bloc suivant. L'intérêt de ce système, c'est de protéger la base de données contre la moindre modification. Si vous voulez changer une transaction, même juste rajouter un 0, ça va complètement changer le hachage, et donc ça va changer l'identifiant du bloc. Mais comme l'identifiant du bloc il est utilisé dans le hachage du bloc suivant, il faut aussi changer l'identifiant du bloc suivant, et ainsi de suite dans toute la chaîne. Donc impossible d'aller changer une transaction dans le passé sans avoir à recalculer tous les identifiants de tous les blocs qui sont arrivés depuis. Et je vous rappelle, des blocs, il y en a un toutes les 10 minutes. Bon, il n'y a pas à dire, à mon avis, ils ont pensé à tout, ça a l'air béton comme protection cette blockchain. Eh ben, j'en suis pas si sûr. D'après ce qui vient d'être expliqué, trouver un identifiant ne repose que sur le hachage. Or, une fonction de hachage, c'est pas si lourd que ça. Il y a même des tas de sites internet qui peuvent le faire. Donc un éventuel pirate pourrait tout à fait rajouter ces blocs à toute vitesse dans la blockchain. Non, alors ce qui protège de ça, c'est le fait qu'on a ajouté des conditions supplémentaires sur l'identifiant qui fait que le trouver, c'est compliqué. L'idée, c'est que quand on fabrique le fichier qu'on veut hacher, on prend donc l'identifiant du bloc précédent, la liste des transactions, mais on ajoute aussi à la fin un nombre qu'on appelle un nonce. Et la présence de ce nonce va évidemment modifier le résultat du hachage. Et en fait, on impose des conditions sur le résultat qui font qu'il faut essayer plein de nonces différents avant d'en trouver un qui colle. Et le seul moyen d'y arriver, c'est la manière bourrine. On essaye plein de nonces à toute vitesse jusqu'à en trouver un qui colle, comme si on essayait de trouver un digicode d'immeuble en tapant plein de codes au hasard. Et les conditions sont faites pour qu'une solution soit trouvée en moyenne toutes les 10 minutes dans le réseau. Évidemment, au fur et à mesure que le réseau grandit et que la puissance de calcul des ordinateurs augmente, on rend les conditions de plus en plus difficiles pour rester sur cette moyenne de 10 minutes. Donc si on résume, chaque nœud du réseau a sa liste de transactions en attente, et il travaille comme un bourrin pour faire en sorte que cette liste de transactions en attente devienne le prochain bloc. Donc chacun essaye de trouver un identifiant à sa liste de transactions, le premier qui arrive, il est l'élu, et puis tout le monde s'aligne sur lui et prend sa liste de transactions comme étant le nouveau bloc. Et on recommence. Ce qui est intéressant avec ce système, c'est qu'on protège la blockchain de la fraude en demandant de manière un petit peu artificielle aux nœuds du réseau de résoudre un problème compliqué pour avoir le droit de contribuer. C'est ce qu'on appelle la preuve de travail. Bah oui, pour contribuer, il faut bosser. La conséquence de ça, c'est que la capacité à frauder, elle devient liée à la puissance de calcul dont on dispose, et pas au nombre de nœuds du réseau qu'on possède. Parce que créer plein d'adresses IP pour avoir plein de nœuds du réseau, c'est facile. Par contre, aligner un paquet de processeurs pour aller plus vite que tous les autres, c'est une autre affaire. Bon là, on est presque au bout de la technologie de la blockchain, il reste juste un problème à résoudre. Il existe une petite probabilité que deux nœuds du réseau arrivent à proposer toutes les deux leurs blocs de manière quasiment simultanée. Et puis il existe aussi un tout petit risque que quelqu'un arrive sur un des nœuds du réseau à pirater un bloc ou deux s'il est suffisamment puissant et avec un peu de chance. Je suis pas sûr de comprendre là. Imagine que David accepte de nous payer 10 bitcoins pour la lampe. On attend une dizaine de minutes et puis la transaction apparaît dans un bloc. A priori, ça veut dire que cette transaction a bien été validée. Donc on envoie la lampe à David.
Sauf qu'à ce moment-là, il existe quand même encore une chance que la transaction soit piratée, voire supprimée. Quoi? Comment? Et oui, et en cas de piratage du dernier bloc, ou bien si, pas de chance, deux nœuds du réseau arrivent toutes les deux à proposer leur bloc, eh ben il se passe un truc simple. On se retrouve avec deux chaînes de blocs différentes. Et là, la règle est simple, tous les nœuds du réseau doivent conserver les deux chaînes, mais par contre, on ne travaille que sur la plus longue des deux. Ce qui fait que très rapidement, l'une des deux chaînes va prendre le pas sur l'autre. Donc avant de m'envoyer ta lampe, le mieux c'est quand même d'attendre environ 1 heure, 5-6 blocs, pour être sûr que la transaction qui va te payer, elle fait partie d'un bloc qui va bien être dans la chaîne qu'on va conserver. On voit donc que dans le principe du fonctionnement de la blockchain, donc qui sécurise le Bitcoin, on est protégé par le fait que chacun ne possède qu'une faible puissance de calcul comparée au total. En fait, si quelqu'un voulait vraiment compromettre la blockchain, il faudrait qu'il possède plus de 50% de la puissance de calcul de tout le réseau. Mais du coup, on peut se demander pourquoi est-ce que tous les ordinateurs du réseau accepteraient de mettre leur puissance de calcul au service de la protection du Bitcoin? Eh bien, il y a une réponse simple pour ça, c'est qu'on les paye. Et on les paye en Bitcoin. Il faut savoir que quand un bloc est validé, c'est-à-dire qu'un nœud du réseau arrive à résoudre le problème mathématique compliqué, il reçoit pour sa peine 25 bitcoins. Et au cours actuel du bitcoin, ça fait pas loin de 10 000 €. Et ces bitcoins, ils viennent de nulle part, ils sont créés artificiellement pour l'occasion. C'est d'ailleurs le seul mécanisme de création de nouveaux bitcoins. Et c'est pour ça que les ordinateurs qui participent à la sécurisation du réseau, on les appelle parfois des mineurs, en référence aux mineurs qui allaient chercher de l'or pour augmenter la masse monétaire. Alors 10 000 € pour résoudre un problème mathématique, ça a l'air quand même vachement intéressant. Sauf que maintenant, il faut mettre tellement de puissance de calcul pour y arriver le premier qu'il n'y a quasiment aucune chance d'y arriver tout seul, faut se grouper. Et puis, le mécanisme est tel que la récompense en bitcoin, elle va décroître au cours du temps. Et donc, au final, la masse monétaire des bitcoins, on sait qu'elle va converger vers 21 millions de bitcoins, pas plus. On a ici tous les avantages du système bitcoin. On a un système qui est centralisé, sans autorité de régulation, avec un mécanisme de création monétaire qui est connu d'avance et transparent, et des frais de transaction qui sont réduits. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend surtout parler du Bitcoin pour des transactions illicites, ou bien pour des logiciels malveillants qui vous cryptent votre ordinateur et vous demandent des rançons en échange. Enfin quand même, avant de vous lancer dans le grand banditisme avec le Bitcoin, gardez en tête que l'anonymat, il est que théorique. C'est vrai que votre nom n'apparaît pas explicitement dans les transactions, et si vous êtes le seul à avoir votre clé privée, en principe vous êtes le seul à savoir que c'est vous qui avez fait la transaction. Sauf qu'il a déjà été montré sur des exemples qu'on pouvait assez facilement désanonymiser des données en se basant sur des motifs récurrents. Et n'oubliez pas, tout ce qui est inscrit dans la blockchain est quelque chose qui est éternel, impossible à modifier. Donc pensez-y avant d'aller acheter de la drogue. D'ailleurs, au-delà du Bitcoin, on peut penser à tout un tas d'autres applications pour la blockchain, notamment dans des situations où on souhaite afficher des informations publiquement, mais de manière infalsifiable, comme par exemple pour faire du vote en ligne ou bien du notariat. Aujourd'hui, il est évidemment difficile de prédire l'avenir du Bitcoin ou bien les applications de la blockchain. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, on risque d'en entendre encore beaucoup parler dans les prochaines années. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci à Gilles qui m'a aidé et n'hésitez pas à aller voir sa vidéo qui donne pas mal de détails dont j'ai pas parlé dans cette vidéo. Merci beaucoup à Nota Bene qui m'a laissé gagner au bras de fer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, notamment sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre les actus de la chaîne sur Facebook, Twitter. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Vous pouvez aller lire le billet qui accompagne cette vidéo sur mon blog Science Étonnante pour plus d'informations un peu plus techniques. Et vous pouvez aussi aller jeter un œil à mon livre que j'ai sorti chez Flammarion. Merci, à bientôt.